Merci d'être présent ce soir pour cette première conférence sur le vieillissement organisée par le CCAS de la ville de Nouméa, Centre communal d'action sociale, qui est présidé par Madame Dominique Corfanti, adjointe au maire, à qui je vais de suite donner le micro pour vous présenter cette soirée. À mon tour, je vous souhaite le bonsoir. C'est la première fois que le Centre communal d'action sociale de Nouméa organise une telle rencontre. En effet, c'est à l'initiative de notre secteur autonomie et lien social que nous nous retrouvons ce soir sur le thème bien particulier du vieillissement et surtout le challenge pour tous, parce que c'est ça qui nous réunit ce soir. Donc, parmi vous, je vais vous présenter un peu les personnes. Après, je céderai la parole à Carole pour vous les présenter, nos trois invités ce soir qui vont vous parler de ce thème. Mais avant tout, nous sommes présents à la fois des professionnels que je vois dans la salle, des étudiants également, ainsi que des partenaires de l'action sociale que j'ai cru trouver tout à l'heure, des associations aussi représentant les personnes âgées. Donc à tous, nous voyons que nous sommes réunis autour de ce thème qui nous intéresse, mais aussi qui nous préoccupe, pour certains, surtout sur le challenge. Donc je vais rapidement céder la parole à Carole pour les présentations. Ce soir, nous avons souhaité faire appel à des professionnels. Donc 3 professionnels sont parmi nous. Donc je vais vous les présenter. Donc nous avons, si tu veux bien te lever, mademoiselle Tatiana Fao, donc titulaire d'un master 2 en psychologie avec la spécialité vieillissement normal et pathologique de l'université de Brest. En 2010, donc lors de son master 1, elle a réalisé un mémoire de recherche sur le bien-être de la personne âgée en maison de retraite. Elle a effectué des stages dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, où elle a réalisé donc le suivi psychologique des résidents, animé des groupes de parole, des ateliers mémoire, des ateliers thérapeutiques pour des personnes désorientées. Donc de retour en Nouvelle-Calédonie en 2011, elle est en poste actuellement en qualité de psychologue pour la commission de reconnaissance du handicap et de la dépendance pour l'évaluation des conséquences psychologiques du handicap et de la perte d'autonomie. Voilà, donc vous aurez l'occasion éventuellement de l'interroger. Voilà. Donc ensuite, je vous présente Madame Valérie Albert-Dunet. Donc, originaire de la province des Îles, médecin gériatre au CHS depuis 2009, elle est titulaire d'un diplôme universitaire de nutrition et sur la maladie d'Alzheimer. Elle a travaillé 2 ans en province Nord dans la mise en place d'un réseau gérontologique, donc en province Nord. À ce jour, Madame Albert-Dunet est responsable de l'unité mobile gériatrique. Elle participe aussi à l'activité du pôle gérontologique. Monsieur Georges Olivier Carissimo, donc praticien hospitalier, médecin spécialiste en gériatrie. Donc depuis 2000, praticien hospitalier au centre de gérontologie clinique du CHS Albert Bousquet. Donc chef de service des années 2000 à 2008. Donc auparavant, Monsieur Carissimo avait exercé notamment comme chef du service de gériatrie, soins et réadaptation gériatrique et de la maison de retraite de l'hôpital de Seclin dans le Nord. La titulaire de différents diplômes universitaires, notamment en 2005 un diplôme interuniversitaire d'alzheimerologie et de pathologie apparentée de l'université de Reims et de Lyon. En 1997, un diplôme universitaire de soins palliatifs au centre d'éthique médicale de l'université catholique de Lille. Donc membre des sociétés savantes telles que la Société québécoise de gériatrie et la Société française d'accompagnement de soins palliatifs, ainsi que la Société française de gériatrie et de gérontologie. Monsieur Carissimo participe régulièrement à des séminaires, des formations, des congrès et réalise des publications périodiques. Bonsoir à tous. Vous m'entendez dans le micro? Je ne me rends pas compte du tout. Oui, ça marche. Donc je remercie le CCAS de Nouméa d'engager aujourd'hui ce cycle de conférences qui augure d'un programme ultérieur sur une réflexion autour du vieillissement et sur une politique que j'espère en Calédonie autour de ce domaine. Donc c'est la première. Donc lourde responsabilité de commencer aujourd'hui pour balayer un peu le thème du vieillissement. Donc j'ai une demi-heure pour vous balayer ce thème. Ça va peut-être être un peu léger. Je vais essayer d'ouvrir des portes et d'engager quelques réflexions pour entamer un petit peu les choses donc sur le vieillissement. Donc je commence par casser l'ambiance un petit peu, mais c'est quand on pose la question en général sur la définition de ce que peut être le vieillissement, les gens le ressentent ou le disent ou essayent de faire avec comme un naufrage progressif qui conduit inévitablement à la mort.
c'est ce que ressent un peu tout le monde, c'est ce que probablement ce que vous ressentez quand on parle du vieillissement. Ça contient pas mal de renoncement et pas mal de fatalisme. Donc je vais essayer de matiner un petit peu tout ça et d'exprimer les choses de façon un peu différente pour qu'on puisse voir les choses de façon concrète et surtout chercher des façons d'agir sur ce vieillissement qui nous concerne tous. Alors on va essayer de parler du vieillissement et de la mortalité. Quel est le lien entre les deux? Du vieillissement de la population, qui est quelque chose qu'on dit souvent, la population vieillit, quelle réalité ça contient et qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Le vieillir individuel, comment on peut en parler, et les intervenants suivants en parleront de façon plus précise et d'un point de vue culturel. Et enfin la dépendance, comment parler de la dépendance, qu'est-ce que la dépendance, pourquoi attacher la dépendance aux personnes âgées. Donc au-delà des idées reçues, je vous propose d'essayer d'y voir plus clair et donc d'en parler avec vous par la suite. Donc le vieillissement, d'un point de vue statistique, c'est d'abord l'augmentation du risque de mourir avec l'avancée en âge. C'est une donnée statistique qui est une réalité concrète que l'on peut mesurer et qu'on mesure sur les populations qu'on observe et qui est donc une réalité statistique. La mort, règle d'or du vivant, c'est quelque chose qu'on accepte tous comme un argument assez consolateur, mais le vieillissement en tant que tel ne fait mourir personne. Ce qu'on constate dans la réalité à partir d'une population donnée, c'est qu'on meurt essentiellement d'accidents, d'événements particuliers qui nous atteignent et qui donnent un risque de mourir dans l'année normalement stable. C'est-à-dire qu'une mort accidentologique, si on peut dire, est liée au long d'un parcours complet, enfin de vie, sur un taux de mortalité qui reste stable. C'est ce qu'on observe dans la vie sauvage, où effectivement le taux de mortalité reste stable sur la plupart des animaux. C'est ce qu'on observe sur certaines espèces, les espèces à croissance continue, où effectivement le vieillissement n'est pas observable et où les gens ont un taux de mortalité qui est lié aux accidents qui surviennent au long de leur vie. Bon, si on parle d'un arbre par exemple, ça va être la foudre qui va l'atteindre, le bûcheron qui va passer, certains accidents de la vie, donc les maladies, les événements particuliers qui vont atteindre la personne et faire diminuer la population. Donc en soi, donc le vieillissement, si on partait d'une population donc humaine de 6 milliards d'habitants, si on considérait l'accidentologie, c'est-à-dire la mort normale, qui est la mort accidentelle, on arriverait à un âge possible de 15 000 ans sur cette statistique qui est, on part de 30 ans par exemple, on a 0,1% de risque de mourir dans l'année à 30 ans. Sur des événements pathologiques, on a ce risque-là qui reste stable. Et si on n'avait pas le vieillissement, ce risque-là nous permettrait de vivre 15 000 ans. Ce qui se passe malheureusement, et ce qu'on se constate tous, c'est qu'on a une mort beaucoup plus rapide, avec effectivement une augmentation du risque de mourir dans l'année qui augmente de façon exponentielle, avec un taux de doublement pour l'homme de 8 ans, qui fait qu'on risque de mourir tous les ans de façon exponentielle, et c'est ce qui définit le vieillissement. Ce que veut dire cette parole, c'est que le vieillissement en soi ne provoque pas la mort. Ce que fait le vieillissement, c'est que ça augmente le risque de mourir, donc de rencontrer une pathologie, un événement particulier qui va nous faire mourir. Ce qui laisse un champ d'expérience, de réflexion, de recherche sur le vieillissement, et c'est ce que cherche à faire la recherche sur le vieillissement, c'est de comprendre pourquoi ce risque augmente de façon aussi importante et comment le corriger de façon à diminuer le risque de mourir, enfin en tout cas cette augmentation du risque de mourir qui définit effectivement le vieillissement. Vous savez que pour l'humanité actuellement, l'âge connu le plus important de durée de vie, c'est 122 ans, donc avec un écart considérable entre une population qui ne vieillirait pas et une population qui vieillit, sachant que la mort, dans ce schéma-là, ne conduit pas inéluctablement à la mort, comme certains arguments voudraient nous faire croire, et notamment actuellement, avec toutes les associations autour de la fin de vie qui voudraient proposer la mort comme un événement naturel et nécessaire à la persistance d'une espèce. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est contredit dans les faits. Pour que une espèce persiste, il suffit que le taux de renouvellement soit supérieur au taux de décès, et c'est en rien lié au vieillissement.
Ça laisse un champ de recherche considérable. Bon, vous voyez quand même que l'écart entre la courbe verte et la courbe jaune est important. Il y a donc une réalité et une augmentation exponentielle du risque de mourir dans l'année qui nous concerne tous et avec lequel on doit vivre. Cette augmentation du risque de mourir dans l'année, qui définit le vieillissement, est liée essentiellement à la perte de capacité d'adaptation, ce qu'on va définir un peu plus loin comme le concept de fragilité. Donc, ce qui définit l'avancée en âge d'un point de vue biologique, c'est essentiellement la fragilité, la moins bonne réaction, la moins bonne résistance aux événements particuliers qui vont venir nous attaquer. Donc, ce qui laisse un champ de recherche et d'action important, ce qui justifie qu'on traite les événements particuliers qui viennent nous attaquer, comme les pathologies ou les différents événements qui nous touchent. La mort, encore une fois, n'est jamais inéluctable, même si elle devient plus fréquente d'un point de vue objectif et statistique au cours des années qui passent. Donc on va retenir cette augmentation du risque de mourir qui augmente avec l'âge pour aller un petit peu plus loin. Donc la population vieillit, quelle réalité ? C'est un discours qu'on a souvent, qu'on entend souvent, de façon assez alarmiste. La population vieillit. Affirmation qui est liée sur le fait qu'effectivement, le pourcentage de personnes âgées au-delà d'un certain âge limite augmente proportionnellement à l'ensemble de la population. Ce qui fait dire que la population générale vieillit. Moi-même, j'ai souvent utilisé cet argument-là pour obtenir des moyens ou justifier une opération gériatrique. C'est-à-dire qu'on dit, on répète et on fait croire à tout le monde d'une certaine façon que la population vieillit, simplement sur cet argument que le nombre proportionnel de personnes âgées de plus d'un certain âge augmente donc, proportionnellement au reste de la population. Donc sur les chiffres qu'on a là, alors vous ne voyez pas très bien, mais l'âge choisi là, c'est 65 ans. Donc effectivement, la population mondiale de 2008, au-delà de 65 ans, va passer de 7% à 14%, ce qui fait dire que la population vieillit. Sur l'autre image, les plus de 65 ans, donc de 1950, donc 7%, 10%, 21%. Donc effectivement, la proportion des personnes de plus de 60 ans augmente, ce qui fait dire de façon rapide que la population vieillit. On peut tout de même s'interroger sur le chiffre 60 ans, 65 ans. Pourquoi celui-là ? Bon, bien évidemment, ça a été choisi globalement en fonction de l'âge de la retraite, de la cessation d'activité. Mais est-ce que l'âge de la retraite, est-ce que la cessation d'activité contient une réalité ? Est-ce que c'est à partir de cet âge-là qu'on devient vieux ? Quand on regarde dans le monde les différentes espérances de vie, on peut s'interroger sur la pertinence d'une telle affirmation. Effectivement, en France, en Belgique, dans les pays dits développés, on a des espérances de vie qui sont relativement importantes, comparées à l'Afrique du Sud, 44 ans, ou Swaziland, 30 ans, on peut s'interroger sur la pertinence d'une telle définition d'âge limite au-delà duquel on serait vieux et qui imposerait l'idée qu'effectivement la population vieillit. L'espérance de vie donc, augmente au cours du temps, non seulement d'un point de vue géographique, elle est différente, mais au cours du temps, donc dans le monde, en 1950, 46 ans, et de 2005, 65 ans en 2005. Donc là aussi, on peut interroger cette limite d'âge. Donc on revient sur le taux de mortalité qui effectivement augmente de façon exponentielle avec l'avancée en âge. Vous remarquerez que cette augmentation donc, est exponentielle, qu'à partir d'une centaine d'années, on a une petite décroissance. Donc là aussi, ça interroge beaucoup la gériatrie et la gérontologie. Effectivement, on cesserait ou on diminuerait notre vitesse de vieillissement à partir d'un certain âge, donc autour de 105, 110 pour l'espèce humaine. Donc là aussi, ça interroge la recherche, mais effectivement, la vitesse de vieillissement diminuerait à partir de cet âge-là, ce qui est une question qui reste ouverte, mais qui n'est pas inintéressante. L'important avec cette courbe, c'est qu'on peut définir l'âge de la bascule. L'âge de la bascule, qu'on appelle l'âge gériatrique, qui est effectivement l'âge à partir duquel, objectivement, sur une donnée de taux de mortalité, on peut également prendre le taux de dépendance, on bascule, et donc à partir de cet âge-là, on pourrait considérer que l'on est vieux. Alors,
Les assureurs connaissent très bien ces courbes-là. Chacun d'entre vous a une courbe de ce type-là chez son assureur, en fonction de son lieu de vie, de sa profession, de son âge et de son année de naissance, etc. Où effectivement, il calcule les primes d'assurance en fonction de cette perspective de vieillissement et de vie et de dépendance. Ce qui est intéressant avec cet âge gériatrique, c'est qu'on constate qu'il varie au cours du temps. Il varie au cours du temps, soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc d'une manière générale, depuis 2 siècles, l'âge gériatrique est repoussé et avance, donc est de plus en plus tardif en fonction de l'évolution, de la prise en charge sanitaire et sociale et médico-sociale en général. Il peut également reculer, ça s'est produit quand l'URSS a éclaté, en 5 ans, en 3-4 ans de temps, l'âge gériatrique a reculé de 10 ans dans ce pays parce qu'effectivement toute l'installation, toute l'infrastructure médico-sanitaire a sauté et a disparu, donc on a reculé. Et c'est concrètement un autre chiffre qui rapporte ça, c'est l'espérance de vie sans incapacité, qui effectivement augmente également à mesure que l'espérance de vie augmente. On a donc un âge gériatrique variable, c'est-à-dire un âge d'entrée dans le vieillissement variable. Si on utilise cette donnée, à la fois en matinant de point de vue en géographique ou historique, on s'aperçoit que l'affirmation d'une population vieillissante est fausse. Ce qu'on constate, c'est que si on corrige l'âge de référence, on l'a vu dans les chiffres précédents, c'était souvent 60, 65 ans. Aujourd'hui, l'âge gériatrique en métropole est à 83 ans. Donc si on utilise ce chiffre et qu'on corrige au cours de l'histoire la réalité de ce chiffre, c'est-à-dire la réalité du chiffre à partir duquel on devient vieux, on s'aperçoit que la population ne vieillit pas. C'est-à-dire que le pourcentage de personnes au-delà de l'âge gériatrique diminue au cours du temps et ne diminue pas. Ça veut dire concrètement que l'on vit de plus en plus vieux, mais qu'on vit globalement de plus en plus vieux en bonne santé et de bonne façon. C'est ça que ça veut dire, et c'est ça qui est intéressant de remarquer. Alors après, l'action sanitaire, l'action sociale, a pour vocation de modifier cet âge gériatrique, c'est-à-dire de reculer l'âge à partir duquel on va devenir vieux. C'est valable d'un point de vue individuel, c'est-à-dire j'ai envie de vivre vieux longtemps en bonne santé, et c'est valable d'un point de vue collectif, parce qu'effectivement, quand l'espérance de vie sans incapacité augmente plus vite, d'une certaine façon, que l'espérance de vie, on diminue les surcoûts éventuellement générés par la dépendance, encore qu'on parlera tout à l'heure de la dépendance. Donc ça, c'est une notion importante et qui corrige cette information fausse d'une population qui vieillit. Bon, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on entendra toujours, qui permet d'obtenir, de comprendre simplement, mais qui ne contient pas une réalité sociale franche quand on regarde les choses objectivement. La seule période historique en métropole, en Europe, où l'âge gériatrique, où le vieillissement de la population a été constaté, c'est au XIXe siècle. Le XIXe siècle, avec ses difficultés sociales majeures et l'industrialisation, où effectivement le problème du grand âge est apparu avec les premières modalités d'aide qui apparaissent au début du siècle pour prendre en compte justement ces difficultés. Après, effectivement, le vieillissement de la population ne peut pas être constaté. Reste une réalité avec le vieillissement, même si effectivement la population ne vieillit pas proportionnellement, comme on est de plus en plus nombreux et qu'on vieillit de plus en plus longtemps, le nombre de personnes polypathologiques fragiles, donc effectivement HD, difficiles à soigner, augmente. Et la vraie interrogation pour un système médico-sanitaire aujourd'hui, c'est effectivement l'augmentation de ce nombre de personnes difficiles à soigner qui n'entrent pas nécessairement dans les critères médicaux classiques du soin, puisque en nombre absolu, en valeur absolue, leur nombre, avec l'évolution de la santé, augmente de façon importante en chiffres bruts. Alors vieillir, une histoire personnelle. Comment en parler et comment décrire un petit peu le vieillissement individuel. Donc des mots pour le dire. D'abord, le vieux et l'avenir du jeune, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Je pense qu'on s'imagine tous encore jeunes, qu'on aime bien avoir l'idée de notre jeunesse. C'est vrai à tout âge. Bon, pour des jeunes ados, à 25 ans, on est un vieux croulant. C'est intéressant de poser la question à des gens qui ont 60 ans, 70 ans, 80 ans,
Comment définissent-ils le grand âge, la vieillesse? Quels sont les jeunes pour eux? Quels sont les vieux pour eux? C'est vrai que c'est une vraie question qui interroge et qui temporise un petit peu l'idée qu'on peut avoir. En tout cas, notre avenir à nous, c'est d'être vieux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est d'avoir de l'âge, c'est d'être vieux. Et que souhaitons-nous pour notre vieillesse? Dans quelle maison de retraite souhaitons-nous aller? Comment souhaitons-nous être soignés? Qu'espère-t-on pour nous-mêmes? Notre avenir à nous tous, quel que soit notre âge aujourd'hui, c'est de devenir vieux. C'est globalement ce qu'on espère ou ce qu'on souhaite, même si derrière on ajoute tout de suite en bonne santé, en pleine forme, etc. Mais les intervenants ultérieurs en parleront mieux que moi. Ça dépend aussi de l'environnement social et de la construction individuelle qu'on a faite. Alors vieillir, ça peut se décliner de plusieurs façons. Donc le vieux est l'avenir du jeune, je viens d'en parler. La première condition du vieillir, c'est d'abord de durer. Donc effectivement, une première question, c'est ne pas mourir jeune. Pour vieillir, il faut effectivement éviter de mourir, donc éviter d'être confronté à un accident de la vie, à une maladie brutale, à un accident de la route, etc. Et d'avoir, si possible, suffisamment d'éléments pour résister à ces événements. Donc ça, c'est le problème de la fragilité, qui effectivement, encore une fois, je reviens sur le vieillissement tout à l'heure, hein, l'augmentation de la fragilité est une difficulté. Donc c'est toute la question de l'acharnement qui est posée souvent dans des termes entre l'acharnement raisonnable ou l'acharnement déraisonnable. Alors l'intervention de la raison dans tout ça est quelquefois difficile, ça stimule le débat, des débats qui sont en cours actuellement et qui méritent effectivement d'être posés, parce que ce sont des vraies questions. Moi je pose plutôt la question entre l'acharnement tout court et l'abandonnisme. Je pense qu'il faut s'acharner à vivre ensemble, il faut s'acharner à vivre avec les autres, c'est un effort à faire je pense. Et à côté de ça, il y a l'abandonnisme. Et entre l'abandonnisme et l'acharnement, il y a effectivement une balance à trouver, un juste milieu à trouver pour que la prise en charge reste juste, sans excès, mais sans abandon non plus, ce qui n'est pas si simple. Le deuxième thème du vieillir, au-delà du durer, c'est le changement. Vieillir, c'est accepter de changer, changement qui est inéluctable, qui ne peut pas ne pas se produire. Donc là aussi, on